Sa chair morte en décomposition, glissante et humide, est entrée en contact avec la mienne alors qu'elle m'embrassait. J'ai travaillé pendant 5 ans comme employé de nuit dans un vieux motel sur lequel je suis tombé par hasard. Lorsque j'ai pris mon poste, j'ai d'abord rencontré mon superviseur, Margot, qui était une femme âgée au crépuscule de sa vie, mais qui était toujours pleine d'une énergie vibrante. Elle affichait toujours un grand sourire et portait ses cheveux blancs laiteux en chignon sur la tête. Lorsque j'ai postulé pour le poste, elle m'a conduit à son arrière-boutique et m'a donné les détails. Le motel avait été construit dans les années 60 et appartenait à la famille de Margot depuis des générations. Situé juste à côté de l'autoroute 88, le motel a toujours été fréquenté par des gens de passage. Il ne s'agissait pas de familles préparant un voyage à Disney World. Il s'agissait de créatures de la nuit. Des vagabonds, des solitaires, des évadés, des laissés pour compte. Jeune célibataire, j'ai trouvé le chemin du motel en longeant l'autoroute au milieu de la nuit, avec seulement quelques dollars à mon nom et l'estomac vide. Le néon clignotant m'a attiré. J'ai reposé ma tête fatiguée sur l'un des lits sommaires du motel et j'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. Margot m'a semblé agréable la première fois que nous nous sommes rencontrés, elle me rappelait ma grand-mère. Quand j'ai vu l'affiche qui indiquait qu'il cherchait des employés sur la réception, je n'ai pas hésité. Quand je me suis réveillé, je ne voulais pas partir. Quelque chose dans cet endroit m'attirait, comme un aimant dans ma poitrine. Margot m'a donc donné une chance. Une chance dont j'avais désespérément besoin et qui m'aiderait à me remettre sur pied. Bien que cette chance ait été très appréciée, elle était assortie de certaines conditions. Margot et moi avons fait des calculs. Nous nous sommes mis d'accord sur un salaire et j'ai signé mon contrat. J'ai signé avec empressement mon nom sur la ligne pointillée et serré la main de Margot. J'allais commencer ce soir-là. Avant que je puisse me lever et partir, Margot m'a attrapé par le poignet, ses mains froides et ridées me tenant fermement. « Henri, il y a encore une chose que tu devrais savoir à propos de ce motel, » dit-elle en tremblant. Curieux, je me suis réajusté sur mon siège et me suis penché en avant. Margot fouilla nerveusement dans son sac banane et en sortit un morceau de papier plié et taché de jaune. Elle l'a déplié et l'a glissé vers moi sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Des règles, Henri, des règles qui te permettront de rester en sécurité ici. Je ne veux pas t'effrayer, mais il se passe des choses ici, mon fils, et j'ai pensé que tu devais être préparé, » a répondu Margot. Sa voix tremblante résonne dans ma tête, me protéger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le morceau de papier jaune taché se lisait comme suit, écrit dans ce que je suppose être l'écriture de Margot. Le marionnettiste ne viendra qu'à minuit. Ne posez pas de questions sur ces marionnettes et faites ce qu'il dit. La chambre numéro 47 ne doit jamais être réservée. Ne quittez pas le motel après 3 heures du matin. N'ouvrez jamais la porte d'entrée à qui que ce soit, elle sera toujours déverrouillée pour permettre aux clients d'entrer. Si le marionnettiste entre seul, rendez-vous à la cave et cachez-vous jusqu'à la fin de son service. Margot, tu es sérieuse ? Ouais. Margot incline la tête et ajuste ses lunettes à monture épaisse. J'en ai bien peur, Henri. Nous avons perdu beaucoup de monde parce que nous n'avons pas respecté ces directives. Vous semblez être un homme honnête et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, mais faites-moi confiance sur ce point. Le ton sérieux de la voix de Margot m'a attiré. Sa voix habituelle de mamie avait disparu. Elle doit être sérieuse. Ok Margot, je le ferai, ne t'inquiète pas pour moi. Merci, mon fils, à ce soir. Margot est retournée à la réception où un couple se tenait impatiemment en tapant sur le bureau. J'ai traîné dans ma voiture jusqu'à la tombée de la nuit, ma petite Civic m'ayant servi de maison pendant 6 mois, depuis qu'Anna m'avait quitté. J'ai relu la liste plusieurs fois, gravant les lignes directrices dans ma tête. Je me posais des questions, je me demandais qui était le marionnettiste. J'avais tant de questions à poser à Margot. Alors que mon esprit vagabondait ce soir-là, le soleil commençait à se coucher. Lorsque l'horloge a sonné 20 heures, je me suis dirigé vers le motel, prêt à prendre mon service. Un vent frais du désert soufflait, les hordes de voitures dévalaient l'autoroute 88. Margot était assise à la réception, elle était pâle. Je lui ai demandé
Tu es un peu pâle, tu te sens bien? Oui, chérie, j'ai juste un peu le trac, mais rien que je n'ai déjà vu. Elle m'a regardé avec ses yeux bleus cristallins. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Margot s'est levée de sa chaise grinçante et a pris son manteau. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, Henri, sinon je te verrai à cette heure précise. J'ai incliné ma casquette en direction de Margot alors qu'elle se dirigeait vers la nuit noire du désert, sa robe flottant largement dans le vent. Le motel était vieux, le décor ressemblait à un vieux château victorien. Des cafards se faufilaient sous les nombreux tapis épais. Les lumières tamisées clignotaient sans cesse et l'odeur accablante des boules de mythe me piquait les narines. Je me suis dit, qui voudrait séjourner dans ce trou à rats? Pourtant, pour moi, le motel me rappelait ma maison. Pendant des heures, personne n'est entré. Seuls 2 clients séjournaient dans le motel cette nuit-là. Le couple de ce matin, après notre rencontre, et quelqu'un d'autre qui avait réservé la chambre 46. Derrière ce grand bureau en bois, le temps semblait s'écouler à toute allure. Je naviguais sur mon téléphone, luttant pour rester éveillé alors que la nuit s'éternisait. Un peu après 22 heures, un appel sur le téléphone principal a retenti. « Bonjour, c'est la réception », ai-je dit en me raclant la gorge. « Je suis dans la chambre 46. » Écoutez, la chambre à côté de la mienne sonne comme une putain de fête. Ils piétinent et déplacent des trucs. Ils sont dans la 47, juste à côté de la mienne. Tu sais que les murs ne sont pas trop épais ici. J'ai vérifié derrière moi, en scrutant le porte-clés de la 47. La vieille clé en laiton était toujours accrochée à la fente de la 47. Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a personne dans la chambre 47. Vous êtes sûr que c'est de là que ça vient? Oui, c'est sûr. J'ai l'oreille collée au mur, vous ne l'entendez pas? J'ai écouté attentivement, mais je n'ai pas réussi à distinguer les bruits de pas ou les mouvements qu'il entendait. Désolé monsieur, je n'entends rien mais je peux vous assurer qu'il n'y a personne dans la chambre 47, j'ai la seule clé ici et je la regarde fixement. L'homme au bout du fil se tait. Vous êtes sûr? Sûr? Demanda-t-il. Oui, répondis-je en tremblant. Ok, bonne nuit, et il a raccroché. J'ai raccroché le téléphone et j'ai senti cette sensation de nervosité dans mon estomac bouillonné. Comme des papillons de nuit qui s'approchaient de ma gorge. J'ai regardé le papier que Margot m'avait donné. Il y avait la règle 2, la chambre 47 ne doit jamais être réservée. J'ai commencé à me demander ce que ce type pouvait bien entendre. Une partie de moi voulait aller vérifier la chambre. J'ai lutté contre moi-même et j'ai décidé de rester, au cas où des clients arriveraient. Le temps passait et j'étais toujours collé à mon téléphone. Mes yeux étaient fatigués par la faible luminosité. J'ai levé la tête et tiré mon dos. C'est alors que j'ai vu la silhouette derrière la porte d'entrée en verre. Il était grand, avec un grand trench-coat sombre qui lui descendait jusqu'aux genoux. La tête penchée sur le côté, je ne pouvais distinguer aucun trait de caractère. J'ai failli sursauter. Il semblait tenir quelque chose qui était posé sur le sol en dessous de lui. Il a tapé sur la vitre. Je l'ai regardé taper sur la vitre avant de l'ouvrir lentement. Il marchait comme s'il était sur des échasses. C'était un homme très grand. Il devait faire plus d'1,90 m. Son grand trench-coat noir faisait toute la longueur de son corps. Un chapeau haut de forme usé et poussiéreux était posé sur sa tête. Des cheveux blonds filasses tombaient sur son visage pâle. Ses yeux enfoncés ressemblaient à ceux d'un chat. Il s'est approché de moi en trébuchant, traînant derrière lui des morceaux de bois sur le sol. J'ai serré mon siège, sentant la panique monter en moi. L'homme révéla lentement ce qu'il tenait dans son dos. Il a sorti une poupée en bois de la taille d'un enfant en bas âge. Il l'a placée sur le bureau. Les membres de la poupée tombèrent le long de son corps. Il ne m'a fallu qu'une seconde pour comprendre qu'il s'agissait d'une marionnette à mon effigie. La même chemise blanche délabrée, le même pantalon noir et la même casquette de baseball rouge. Ces traits de bois sans vie me fixaient. J'ai levé les yeux vers l'homme qui me dominait, projetant une grande ombre inquiétante sur le mur. Il a esquissé un sourire malicieux sur son visage pointu,
révélant des rangées de dents jaunes. Ses lèvres desséchées étaient parsemées d'entailles mortes et saignantes. Le marionnettiste a fait glisser sa main le long du dos de la marionnette d'Henri. Il parla d'une voix enfantine, remuant les lèvres de la marionnette Henri. « Chambre 47, s'il vous plaît. » Il a parlé. Un frisson me parcourut l'échine, envoyant des vagues de chair de poule sur tout mon corps. Je suis resté bouche bée, figé sur ce que je devais faire. Le marionnettiste se déplaçait avec élégance, comme s'il était contrôlé comme une poupée marionnette. La poupée Henri a repris la parole d'une voix enfantine. « Chambre 47, s'il vous plaît. » Il bougea le bras de la poupée pour la diriger vers le porte-clés. « Je suis désolé, la chambre 47 n'est pas disponible. » Je bégais. Mais doigt tapote furieusement la liste des règles. Le marionnettiste a penché la tête de côté, ses yeux au burn brûlant me fixant. Il s'est accordé à la poupée Henri, lui faisant tourner la tête sur le côté. Les lèvres en bois de la poupée bavarde. « Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. » Le marionnettiste acquiesça, donnant raison à la poupée Henri. « Bien sûr, » ai-je dit en faisant glisser la chaise sur le porte-clés. J'ai fait glisser mes mains le long des clés disponibles, essayant de trouver une chambre éloignée de celle de l'autre client. La chambre la plus éloignée était la 72. J'ai pris la clé et l'ai tendue au marionnettiste. Il m'a regardé, les yeux écarquillés et confus, et a fait un geste de la tête vers la poupée. La poupée Henri en bois restait immobile, ses couleurs délavées et sa bouche pendante regardant dans le vide. Levant le bras de la poupée, le marionnettiste s'esclaffe. Je glisse le porte-clés sur le bras de la poupée. Le marionnettiste fait passer la poupée sous son grand trench-coat d'un geste rapide et se tourne vers la porte. Et ça fera 65 $ pour la nuit. J'ai eu l'impression qu'on venait de me secouer. Le marionnettiste s'est figé sur place avec son corps voûté et ses longs membres. L'air a semblé être aspiré de la pièce lorsque j'ai dit cela, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Il tourna la tête, balayant les cheveux lâches de son visage. Un sourire malsain s'est dessiné sur son visage, ses dents d'un jaune terne ressemblant à des rangées de poussins. J'ai essayé d'avaler la grosse boule dans ma gorge, sentant mes paumes transpirer. La pression dans ma tête augmentait, mon oreille se tordait de douleur. Le marionnettiste déposa quelques billets sur le sol et se dirigea vers la sortie, se glissant dans la nuit noire et venteuse. La nuit se déroula ensuite sans encombre. Alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, une vieille voiture déglinguée s'arrêta devant l'entrée. Margot en est sortie, une boîte de beignets à la main. Elle m'a rejoint à la réception et m'a demandé comment s'était passée ma nuit. Je lui ai parlé de l'homme qui avait appelé pour se plaindre de la chambre 47. Margot m'a dit que la chambre se comportait généralement mal la nuit, mais pas autant que pendant la journée. Lorsqu'elle m'a parlé du marionnettiste, j'ai eu l'impression qu'elle percevait déjà mon hésitation. Elle m'a tendu un beignet et a insisté, voulant savoir ce que le marionnettiste avait demandé. Je lui ai dit qu'il était venu, qu'il avait une marionnette de moi et qu'il avait demandé une chambre. « Vous lui avez donné une chambre ?» demanda-t-elle en prenant une grande bouchée de son beignet. Elle mâche bruyamment pendant que je lui dis que je lui ai donné la chambre 72. « Oh oui, il a d'abord demandé la chambre 47, mais je me souviens, d'après la liste, que la chambre 47 n'est pas censée être réservée. » me suis-je rappelé. Margot s'est arrêtée de mâcher, les sourcils froncés. Il a demandé la chambre 47 ? Des morceaux de dos-nu tombent de sa bouche. Il ne fait jamais ça. Margot s'est précipitée derrière le bureau et a commencé à fouiller dans une armoire. J'ai suivi les règles, je ne lui ai pas réservé la chambre, ai-je plaidé. Mais c'est lui qui l'a demandé. Margot m'a répondu d'un ton cassant. Elle a sorti un chalumeau rouillé de l'armoire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Demandai-je. Écoute mon fils, j'aurais dû mieux t'expliquer, les règles sont parfois confuses. Toujours écouter le marionnettiste, je ne pensais pas qu'il te lancerait des balles courbes comme ça pour ta première nuit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je sens la peur monter en moi. Viens avec moi. Margot s'est dirigée vers le hall, comme un grand général menant ses troupes à la bataille. Je l'ai suivie,
Les zigzags sur la moquette me donnaient des larmes aux yeux. Nous nous sommes arrêtés devant la chambre 47. Nous allons à l'intérieur. Fils, nous allons trouver ce qu'il y a là-dedans et le brûler, c'est le seul moyen. Trouver quoi? Demandai-je tandis que Margot introduisait la clé dans la fente. Elle a ouvert la porte avec détermination et est entrée. La pièce était sombre et moisie, des particules flottaient dans l'air. Une odeur de pourriture nous soufflait au visage, nous faisant bâillonner tous les deux. Margot a allumé le chalumeau, envoyant un souffle rapide qui a illuminé la pièce. L'ombre de quelque chose était peinte sur le mur. Je lui ai serré l'épaule, me cachant derrière elle, et j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone. Je l'ai balayée dans la pièce et l'ai arrêtée sur le lit. Sur le matelas usé et taché, une poupée était bien assise. C'était moi. La poupée Henri était assise face au mur, la tête tournée vers nous. Ses jambes pendaient proprement du lit où ses bras reposaient sur ses genoux. Nous nous sommes approchés de la poupée avec précaution. Margot avait préparé le chalumeau. Puis, le monde s'est tu. Entouré par l'obscurité, un bourdonnement dans mon oreille s'est fait entendre. La pression est remontée, comme lors du départ du marionnettiste. La tête de la poupée Henri tourna légèrement, le craquement du bois continuant à résonner. Elle tourna jusqu'à ce qu'elle soit face à nous. Son visage usé et sa bouche ouverte rencontrèrent notre regard. Margot, sans crier gare, a frappé la poupée avec le chalumeau. Nous nous tenions dans la lumière de la flamme bleue brûlante, sentant la sueur couler sur nos visages, tandis que la poupée que j'étais s'enflammait. La tête a continué à tourner alors qu'elle était enveloppée de flammes. Elle est tombée sur le sol, en un tas brûlant. Margot me traîna hors de la pièce et ferma la porte. Mon corps s'est mis à trembler comme si on m'avait enfoncé un charbon brûlant dans la gorge. « Attendez, ça brûle encore, ça va brûler le motel. » J'ai crié. Nous sommes restés debout pendant que les flammes oranges brûlaient sous la porte, créant une vague de lumière. Nous avons regardé les flammes s'intensifier avant qu'elles ne s'éteignent et retournent à l'obscurité. Le bourdonnement dans mon oreille s'estompa. « Voilà », souffla Margot. Cela devrait suffire pour aujourd'hui. Margot et moi sommes retournés à la réception, la boîte de beignets bien rangée sur le dessus-point. Je suis sûr que tu as hâte de te reposer, mais ça ne prendra qu'une minute. Margot et moi nous sommes dirigés vers son arrière-boutique, des milliers de questions affluaient dans ma tête. Et ce n'était que la première nuit. Je conduisais depuis des heures. La route défilait sous mes roues, interminable et hypnotisante. Les phares des voitures croisées étaient devenus rares, presque inexistants. Il était tard et une fatigue accablante pesait sur mes épaules. J'avais encore des kilomètres à parcourir avant d'arriver à destination, mais l'idée de continuer à conduire dans cet état me semblait suicidaire. Je devais trouver un endroit pour passer la nuit, et c'est alors que je l'ai vu. Un vieux motel au bord de la route, ses néons clignotants indiquant une promesse de repos. Le motel était à l'image des vieux films d'horreur que j'avais regardés dans ma jeunesse. Les néons roses et verts, à moitié éteints, clignotaient de manière irrégulière, comme si l'électricité elle-même hésitait à rester dans ce lieu. Devant l'entrée, un vieux banc en bois était pratiquement pourri, entouré de mauvaises herbes qui semblaient vouloir l'engloutir. Je me suis garé et suis sorti de la voiture. L'air était lourd, chargé d'une humidité étouffante, et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Le silence était total, seulement rompu par le bourdonnement électrique des néons. J'hésitais à entrer, mais la fatigue l'emporta sur mes réticences. Je poussai la porte de l'entrée, une clochette rouillait retentissant faiblement. L'intérieur était encore plus lugubre que l'extérieur. Le hall d'accueil était petit et sombre, éclairé seulement par une lampe vacillante sur le comptoir. Des meubles vétustes, recouverts de poussière, parsemaient la pièce. Les murs étaient ornés de papier peint jauni et déchiré, et une vieille horloge, dont les aiguilles ne semblaient plus bouger, ajoutait une touche sinistre à l'atmosphère. Une sensation étrange m'envahit, une sorte d'angoisse sourde, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient des secrets oubliés. Soudain, une porte grinça derrière le comptoir et l'hôte apparut. C'était un homme maigre, aux traits émaciés et aux cheveux gras plaqués sur son crâne.
Il portait un vieux costume marron, déchiré par endroits, et une cravate mal nouée. Son sourire était large, trop large, révélant des dents jaunes et irrégulières. Ses yeux étaient d'un noir profond, dépourvu d'expression humaine. Lorsqu'il parla, sa voix était rauque et traînante. « Bonsoir, vous désirez une chambre ?» demanda-t-il, son sourire s'élargissant encore davantage, si cela était possible. « Oui, pour une nuit, s'il vous plaît », répondis-je en essayant de dissimuler mon malaise. Il hocha la tête et me tendit un registre poussiéreux. J'écrivis mon nom avec une plume étrange et lourde, puis il me remit une clé rouillée, attachée à un porte-clés en forme de losange. « Chambre 7, au bout du couloir », dit-il, son sourire narquois toujours figé sur son visage. Je pris la clé et me dirigeai vers le couloir sombre. Mes pas résonnaient de manière sinistre sur le plancher de bois. Arrivé à ma chambre, j'ouvris la porte avec appréhension. La pièce était minuscule, meublée d'un lit étroit, d'une table de chevet branlante et d'une chaise délabrée. Une fenêtre aux rideaux épais laissait à peine filtrer la lumière des néons extérieurs. La propreté laissait à désirer, mais tout ce que je voulais, c'était dormir. Je m'allongeai sur le lit, mes paupières se fermant presque immédiatement. Cependant, le sommeil ne vint pas facilement. Une étrange sensation d'oppression pesait sur moi, et bientôt, des murmures commencèrent à s'élever des murs. Des chuchotements indistincts, entrecoupés de gémissements et de cris étouffés. Mon cœur battait la chamade et je me redressai brusquement, écoutant avec attention. Les murmures étaient bien réels. Ils semblaient provenir de toutes parts, comme si les murs eux-mêmes étaient vivants. Je pris mon téléphone et décidai de les enregistrer pour m'assurer que je n'étais pas en train de perdre la raison. En écoutant la lecture, les cris et les murmures étaient encore plus clairs et plus terrifiants. On aurait dit des personnes en train d'agoniser. Pris de panique, je décidai de retourner à la réception. L'hôte était toujours là, son sourire sinistre fixé sur son visage. « Il y a des bruits étranges dans ma chambre », dis-je, essayant de garder mon calme. Des murmures, des cris. « Vous n'entendez rien ?» Il secoua lentement la tête, son sourire s'élargissant encore davantage, si cela était possible. « Non, monsieur, je n'entends rien du tout. Vous devez être fatigué. Allez vous reposer. » Sa réponse me donna la chair de poule. Il savait quelque chose, j'en étais certain. Mais je n'avais pas d'autre choix que de retourner dans ma chambre. La nuit fut longue et terrifiante. Les murmures et les cris ne cessèrent jamais. Je restai éveillé, mon téléphone en main, enregistrant chaque bruit. À l'aube, je quittai la chambre, épuisé et traumatisé. L'hôte était toujours là, son sourire narquois me suivant jusqu'à la porte. En sortant, je jetai un dernier regard vers le motel. Il semblait plus délabré que jamais, presque irréel sous la lumière du matin. Je repris la route, mais les souvenirs de cette nuit me hantaient. En réécoutant les enregistrements, les cris étaient toujours là, terrifiants et bien réels. Je ne sus jamais ce qui se passait dans ce motel, ni pourquoi les murs parlaient, mais une chose était sûre, je ne m'arrêterai plus jamais dans un endroit aussi sinistre. Nous avons tous vu ce motel délabré au bord de la route, situé au milieu de nulle part. Il vous est probablement arrivé de passer devant et de vous dire que vous ne resterez jamais à un endroit pareil et de continuer à rouler, ou de vous demander quel type de personne pourrait y séjourner. Voici l'histoire d'une de ces fois où je me suis arrêté pour louer une chambre pour une nuit. C'était une nuit d'orage. Il pleuvait à verse, les éclairs étaient fréquents et les coups de tonnerre retentissaient comme si le ciel était en train d'exploser. Il était tard. J'avais déjà conduit 16 heures d'affilée et j'étais épuisé. De plus, il était difficile de voir à travers la pluie torrentielle. J'avais besoin de me reposer. J'ai failli me convaincre de continuer puisque je n'étais plus qu'à 8 heures de mon appartement. J'aurais préféré m'écouter et continuer à avancer sans jamais m'arrêter. Alors que je commençais à somnoler, un néon clignotant indiquant motel en grosses lettres était visible malgré la pluie. Il a attiré mon attention. J'ai forcé mes yeux à rester ouverts et je me suis garé près de l'entrée du hall. Le motel était petit, 10 chambres au total. Il avait au moins 100 ans et semblait tout droit sorti d'un film d'horreur.
La peinture verte de l'extérieur était presque complètement décolorée. Des morceaux du toit commençaient à tomber ou à se détacher, et l'aménagement paysager était envahi par la végétation. Un camion isolé était garé près du hall d'entrée. J'ai failli glisser sur le gravier mouillé en courant jusqu'à la porte du hall. Une cloche a sonné pour signaler mon entrée. Je fus immédiatement accueilli par la voix graveleuse de l'employé du motel. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années. Il avait la peau grasse, des cheveux noirs courts et était aveugle d'un œil. Il m'a fait entrer dans le motel en me glissant une clé de chambre sur laquelle était imprimé le numéro 8. La chambre était laide. Le papier peint rouge était vieilli et commençait à se décoller. La moquette était jonchée de taches et de brûlures de cigarettes, et les draps de lit semblaient sortis d'un magazine des années 80. Mais je n'en avais rien à faire. Ce n'était que pour la nuit et j'étais vraiment épuisé. Je me suis allongé sur le lit, en me couchant sur l'édredon. Il ne m'a pas fallu longtemps pour sombrer dans un profond sommeil. Une forte détonation à l'extérieur de ma chambre m'a réveillé. Je me suis redressé rapidement, un peu paniqué. Je l'ai entendu à nouveau. Cette fois, je suis allé voir ce qui se passait en jetant un coup d'œil par la fenêtre de la chambre qui donnait sur la rue. J'ai écarté le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. L'orage était passé. Il n'y avait aucun signe de la présence de quelqu'un à l'extérieur. J'ai regagné mon lit et je me suis allongé. Il me fallut quelques instants, mais je parvins à me rendormir. Une voix de femme m'a murmuré « Aidez-moi » à l'oreille et m'a réveillé. Son souffle était aussi froid qu'un vent d'hiver dans mon oreille. Les poils de ma nuque se sont dressés. J'ai regardé autour de la pièce. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait que moi dans la pièce. Cette fois, je me suis dirigé vers une petite chaise de bureau dans le coin et je me suis assis. Je me suis adossé à la chaise, m'avachissant pour essayer de dormir. Il m'était impossible de me rendormir. Derrière moi, il y a un bruit de grattement qui vient de l'intérieur du mur. J'ai approché mon oreille pour écouter. Le bruit est devenu progressivement plus fort et plus lourd. On aurait dit que la personne qui le faisait était sur le point de se frayer un chemin à travers le papier peint rouge. Cela m'a poussé à bout. Je me suis levé d'un bond de la chaise et j'ai fait aussi vite que possible pour sortir de la pièce. J'ai marché jusqu'au hall d'entrée pour quitter l'hôtel et me faire rembourser, mais l'employé n'était plus là. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Où avait-il pu aller ? Je ne voulais pas partir sans avoir d'abord récupéré mon argent. Je suis donc resté. J'ai sonné au service au moins une douzaine de fois. L'employé ne répondait toujours pas. Il était parti, tout comme son camion. J'ai remarqué que le bureau était recouvert d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée. Je suis sorti du hall. L'enseigne du motel n'était plus debout comme avant. Elle était tombée en avant et les lettres étaient cassées en deux, gisant sur le sol, sombres et sans vie. Le motel était complètement abandonné. Il n'y avait pas d'agent d'accueil aveugle ni d'enseigne lumineuse. Il devait s'agir d'une mauvaise farce. C'est ce que c'était, une blague cruelle. Je pouvais le prouver. J'ai sorti mon portefeuille et l'argent avec lequel j'avais payé l'employé s'y trouvait toujours. Un sentiment d'impuissance m'a envahi au creux de l'estomac. Ma gorge s'est serrée et l'air s'est raréfié de seconde en seconde. Mon portefeuille est tombé par terre. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir vu la silhouette de l'employé s'approcher de moi, puis de m'être réveillé dans ma voiture sur une aire de repos. Je m'étais réveillé juste avant que sa main ne me touche. Je suis allé aux toilettes pour m'asperger le visage avant de quitter l'aire de repos. J'ai foncé sur l'autoroute, déterminé à ne plus m'arrêter. Je suis passé devant un néon clignotant qui indiquait motel en grosses lettres lumineuses. Ce bourdonnement sur que fait une enseigne au néon a hanté tous les rêves que j'ai faits depuis. Avec le recul, je n'arrive pas à décider si je dois me blâmer ou non pour ce qui s'est passé. Le motel était une oasis de lumière sur une autoroute autrement sombre et désolée. N'importe qui dans ma situation aurait fait la même chose que moi. N'est-ce pas ? Je me suis réveillé en sursaut, les mains lâchement agrippées au volant, les pneus faisant entendre leur douce mélodie sous nos pieds.
La voiture dérivait paresseusement vers la glissière de sécurité et un vaste marécage de profondeurs inconnues au-delà. Le cœur battant rapidement dans ma poitrine, je tournai légèrement le volant et visais à nouveau droit devant moi, les mains tremblantes en pensant à ce qui aurait pu se passer si je ne m'étais pas réveillé en sursaut. Le sommeil ne m'avait pris que momentanément. Des affleurements rocheux et des marais défilaient de part et d'autre du véhicule alors que nous roulions à vive allure sur la transcanadienne, au beau milieu de nulle part. C'était une nuit noire, sans lune, et l'aube était encore loin. Christine dormait profondément sur le siège à côté de moi. Elle n'avait donc pas remarqué ma défaillance, mais le chien gémissait sur la banquette arrière, plein d'anxiété. Est-ce cela qui m'a réveillé? Après avoir cligné des yeux plusieurs fois, j'ai de nouveau vu l'autoroute sinueuse et sombre, éclairée par les feux de route de ma vieille Civic déglinguée. Nous roulions depuis plus de 12 heures et mes paupières n'étaient plus seulement lourdes du poids du sommeil. Elles semblaient maintenant remplies de plomb et j'imaginais le tic-tac des engrenages au-dessus qui les poussaient vers le bas, constamment contre mes efforts. Pourquoi avais-je dissuadé Christine de s'arrêter dans un motel pour la nuit? C'était la chose la plus raisonnable à faire, je m'en rendais compte maintenant. La voiture aurait pu facilement s'enfoncer dans un marécage ou une paroi rocheuse, il y en avait beaucoup dans les environs. Devrions-nous nous arrêter pour la nuit, Gibson? Demandai-je à mon vieil épagnol blond sur la banquette arrière. Ma femme s'est réveillée en poussant un cri d'angoisse et j'ai fait une légère embardée de surprise. Au moins, il n'y avait pas d'autre voiture à cette heure de la nuit. Il était 3 heures du matin et la route était complètement abandonnée. Où sommes-nous? Marmonna-t-elle en clignant des yeux. Toujours à quelques heures d'Ottawa. Je ne comprends pas comment tu peux encore conduire. Honnêtement, j'ai l'impression que je pourrais m'évanouir d'une seconde à l'autre, ai-je dit, laissant de côté la partie où je l'avais fait. Au prochain motel que je vois, on s'arrête pour la nuit. Alléluia, dit-elle en bâillant. Elle avait l'air d'être en moins bonne forme que moi. Nous avions tous les deux fait des heures supplémentaires ces derniers temps et n'avions pas assez dormi. Ces vacances étaient censées être l'occasion pour nous de rattraper un temps de relaxation qui n'avait que trop tardé. C'est alors qu'un motel est apparu sur le côté droit de l'autoroute, comme si nos paroles l'avaient fait apparaître par magie. C'était un endroit à l'ancienne, d'où émanait une nostalgie palpable. J'ai ralenti et je me suis garé sur le terrain en gravier, garant la voiture sur l'une des places vides. Il y en avait beaucoup. L'endroit ressemblait à un vieux motel, peut-être construit dans les années 50, car il avait été entretenu en pensant à cette époque. Le mot « ouvert » était imprimé sur le panneau en dessous, et j'espérais donc que nous aurions de la chance. Des endroits comme celui-ci se trouvaient de temps en temps le long de la route 7, ouverts toute la nuit pour les voyageurs comme nous qui traversaient le pays le long de la route panoramique. Alors que je sortais de la voiture, Gibson s'est mis à gémir bruyamment, puis à aboyer. Des glapissements aigus, agonisants, comme je n'en avais jamais entendu auparavant. Christine l'a fait taire et l'a grondé, la calmant avant qu'elle ne réveille les autres invités. J'ai attendu nerveusement que les lumières commencent à s'allumer, une à une, mais aucune ne l'a fait. Une lumière était allumée à côté de la porte d'entrée peinte en Bourgogne, ce qui semblait indiquer que quelqu'un était réveillé et pouvait nous enregistrer pour la nuit. En m'étirant, je me dirigeais vers la porte, un sentiment d'affaissement commençant à se développer dans mes tripes, comme si un parpaing s'y trouvait à présent. Le bureau était bien éclairé lorsque j'y suis entré, une vieille radio en bois jouant dans un coin. Un homme blanc pâle portant d'épaisses lunettes noires à monture en corne était assis derrière le bureau, vêtu d'une chemise à motifs bronzés qui semblait s'être échappée des années 50. En fait, tout dans le bureau et chez l'homme semblait dater de cette époque. La radio, le calendrier, le téléphone noir à cadran sur le bureau. Ce type était manifestement un collectionneur enthousiaste et j'ai immédiatement supposé qu'il s'agissait du propriétaire du motel. « Bonjour, j'espérais louer une chambre pour la nuit », dis-je maladroitement. Il s'est levé et m'a souri d'un air malicieux, ses dents étincelantes de blancheur et de grandeur. « Toi et ta copine avez besoin d'une chambre pour la nuit. » Il a penché la tête d'un air interrogateur. Cet homme dégageait les vibrations les plus effrayantes que l'on puisse imaginer. Son visage pâle regardait le mien avec une expression inconnue, les yeux écarquillés comme s'il était constamment surpris, le blanc des yeux apparaissant clairement derrière ses lunettes. « Combien coûte une chambre ? » « Nous ne sommes là que pour quelques heures, » dis-je, déstabilisé, les tripes nouées rien qu'en regardant cet homme et en lui parlant. «
Son sourire était dérangeant, tout comme ses paroles et ses manières. Cela me donnait envie de regarder ailleurs. N'importe où. De plus, il établissait un contact visuel ininterrompu, ce qui était inquiétant. Je me suis rappelé qu'il était 3 heures du matin et que nous étions au milieu de nulle part. Entourés de tous côtés par des marécages, des champs de maïs et d'autres choses semblables sur des kilomètres et des kilomètres. Je l'ai imaginé sortant soudain un couteau de sous le comptoir, au lieu d'une clé de chambre, et passant la lame rouillée et piquée sur ma carotide avant de regarder le sang jaillir, dansant dans la fontaine de son jet cramoisi et tirant la langue, goûtant sa saveur cuivrée. Repoussant cette pensée, je relevai les yeux pour le regarder, sentant revenir ce sentiment immédiat de dégoût et de déplaisir. Soyons clairs, ce n'est pas un motel de fortune. 5 $ pour toi et ta femme. Pas d'alliance, donc je suppose que vous avez besoin d'une chambre double, me lance-t-il avec un clin d'œil narquois. Nous prenons une chambre simple, dis-je en sortant une carte, sans vraiment penser sur le moment au prix absurdement bas que cela représentait, trop fatigué pour remarquer ce qu'il avait dit jusqu'à ce qu'il le fasse plus tard. Nous ne prenons pas la carte. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vous en aller. Toi et ta copine, vous pouvez retourner jouer au bingo sur la banquette arrière. Oh, d'accord, ai-je répondu, complètement perdu. Vous prenez le débit. Il s'est mis à rire et à secouer la tête, semblant prêt à me mettre à la porte. Puis il a vu la montre ancienne à mon poignet, un cadeau de mon père décédé, et ses yeux se sont encore agrandis. Je la prends en garantie. Qu'en dites-vous? Donnez-moi la montre et vous pourrez prendre la chambre. Demain, tu iras à la banque en ville, tu prendras l'argent, tu me rembourseras, en supposant que tu puisses le faire, et je te rendrai la montre. Marché conclu. Il a fait semblant de cracher sur sa paume et me l'a tendue pour que je la serre. Vaguement dégoûté, je l'ai prise et l'ai serrée, lui remettant la montre que j'aimais tant. J'étais trop fatigué pour discuter. Et puis, la montre n'avait pas tant de valeur que ça, elle était juste sentimentale pour moi. Oh, et une dernière chose, a-t-il dit alors que je m'apprêtais à quitter le bureau. Essayez de ne pas réveiller les autres invités, ils pourraient ne pas apprécier. Sur cet étrange et inquiétant avertissement, je quittai le bureau, la clé à la main. Après avoir examiné la fichette en bois qui y était attachée, j'ai vu que la clé appartenait à la chambre située tout au bout. La chambre 14 se trouvait juste après notre voiture. Une fois de plus, Gibson a fait des siennes. Il s'est assis devant la porte de la chambre 14 et a planté ses pieds, refusant de bouger. Je l'ai pris dans mes bras et l'ai porté à l'intérieur, tandis que Christine ouvrait la porte avec la clé. Nous avons laissé nos bagages dans la voiture, trop épuisés pour prendre la peine de changer nos vêtements usés par le voyage et la sueur pour la nuit. La chambre rappelait le bureau, avec ses panneaux de bois et sa peinture marron et blanc cassé, à l'image du décor des motels des années 1950 que nous connaissons tous grâce aux films classiques et à la télévision. Les chaises étaient anguleuses et minimalistes, d'apparence inconfortable. Le canapé était lui aussi rétro, coloré dans une teinte indigo qui rappelait cette époque. C'était manifestement le thème de cet endroit. 2 lits simples étaient soigneusement faits avec des draps d'apparence grossière. Je me suis immédiatement jeté sur celui qui était le plus proche de la porte et Christine s'est étalée sur l'autre. Et on a 2 lits, donc on ne dormira pas ensemble ce soir, ne le prends pas mal. Pas du tout. Je ne veux pas dormir avec toi non plus, dis-je en plaisantant. Elle m'a répondu par un sourire endormi. Eh bien, tu ronfles. Je vais dormir, je suis complètement épuisé. Peux-tu sortir un bol d'eau pour Gibson? Oh, d'accord, ai-je dit avec un simulacre d'ennui. Allez, Gibson. Tu veux un verre d'eau? Mais Gibson ne semblait pas entendre. Il était assis près de la porte d'entrée du motel, grattant celle-ci comme s'il voulait qu'on le laisse sortir. Oh, zut, j'ai oublié de l'emmener sur l'herbe avant de la ramener à l'intérieur. Attends, je reviens dans 1 minute. J'ai sorti le chien avec sa laisse et je l'ai emmené sur l'herbe. Je pensais qu'il aurait envie de faire pipi, mais il ne l'a pas fait. Il est resté assis là, à regarder le motel et à pleurnicher, l'air pensif et contrarié. Nous ne faisons que passer la nuit, Jibi. Ce n'est pas notre nouvelle maison.
Cela n'a pas semblé la rassurer et ses gémissements n'ont fait qu'augmenter. Il n'a fait aucun effort pour uriner ou faire quoi que ce soit que je pensais qu'il devait faire, alors je l'ai ramené à l'intérieur. C'est bizarre, dis-je en refermant la porte derrière moi. Mais Christine dormait déjà profondément dans l'autre lit. J'ai donc rempli une gamelle d'eau pour le chien et je me suis mis au lit, vérifiant rapidement les draps pour voir s'il n'y avait pas d'insectes ou de taches apparentes. Au moins, je n'en ai trouvé aucune. Le lit était dur et les couvertures rudes et abrasives, mais je m'y installai assez vite et j'éteignis la lampe, plongeant la pièce dans l'obscurité. Gibson était assis à la porte, grattant pour sortir, et c'est la dernière chose que je me rappelle avoir vue dans la lumière. L'obscurité absolue a envahi la pièce et j'ai entendu la respiration lente de Christine se transformer en un léger ronflement dans le lit à côté de moi. À un moment donné, j'ai senti le chien monter sur le lit et il s'est allongé à côté de moi, son poids s'enfonçant dans le matelas. Alors que je commençais à m'endormir, j'ai entendu le bruit d'un grattage à la porte et le gémissement distinct de Gibson provenant de là. Mais alors, qui était dans le lit à côté de moi ? Mon esprit n'a pas saisi consciemment cette anomalie et l'a plutôt perçue comme une appréhension croissante qui a envahi mes rêves et les a consumés d'une terreur imminente. En dormant, j'ai imaginé que la chambre était faiblement éclairée par une lumière bleue qui entrait par les fenêtres. La sensation surréaliste s'est accentuée lorsque j'ai regardé qui était allongée à côté de moi dans le lit. C'était une femme. Une femme magnifique aux cheveux châtains et aux yeux verts, aux lèvres rouges vives et brillantes. Elle était magnifique et elle était complètement nue. Un sentiment d'infidélité m'envahit en pensant à ma femme qui dormait dans le lit juste à côté du mien. Comment cette femme avait-elle pu entrer ici ? J'ai essayé de dire quelque chose, mais mes lèvres n'ont pas bougé. J'ai essayé de me lever, mais j'étais incapable de bouger. Alors que je regardais la femme, paralysée et incapable de se détourner, j'ai vu qu'elle commençait soudainement à vieillir. Sa peau s'est couverte de taches de soleil, puis de rides qui se sont formées au bord de ses lèvres et de ses yeux, et ses fossettes se sont transformées en rides de rire, puis en plis. Elle vieillissait rapidement, elle avait l'air d'avoir 50 ans, puis 60, 70, puis 80, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un cadavre mort-vivant à l'aspect gris et nécrotique, dont la chair commençait à se désintégrer et à se détacher par endroits, révélant des taches jaunes et blanches de graisse et des aperçus d'os en dessous. J'ai essayé de crier, horrifié, mais une fois de plus, je n'ai pas pu ouvrir la bouche. J'ai essayé de me lever du lit, de m'enfuir, mais je n'ai pas pu bouger d'un pouce. J'étais complètement paralysé. Elle me sourit largement, semblant ne pas remarquer mon horreur, et se pencha pour m'embrasser. Sa langue noire et pourrie sortait comme pour m'embrasser passionnément. J'ai eu beau essayer, je n'ai pas pu me détourner. Sa chair morte en décomposition, glissante et humide, est entrée en contact avec la mienne alors qu'elle m'embrassait. Une voix s'éleva soudain de l'embrasure de la porte. « Assez !» La voix familière du propriétaire du motel. Je me suis réveillé instantanément. En tremblant, je me suis éloigné du côté du lit où je sentais le poids de quelqu'un allongé à côté de moi. En regardant le lit, je m'attendais à voir la femme morte, mais je n'ai vu que du noir. L'obscurité remplissait la pièce, et par une nuit sans lune, il n'y avait pas de lumière pour voir, pour calmer mon esprit qui s'emballait et paniquait. Gibson grondait à voix basse près de la porte, confirmant mon malaise. Déstabilisé, j'ai tendu la main à côté de moi, cherchant la lampe sur la table à côté du lit. Je tâtonnais à l'aveuglette, incapable de trouver l'interrupteur pour l'allumer. Ma main tremblante la cherchait aveuglément, désespérément. Finalement, j'ai trouvé la lumière avec ma main et j'ai enfoncé le bouton pour allumer la lampe. Ce que j'ai vu dans l'instant suivant me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Mais dès que la lumière s'est allumée, elle s'est éteinte tout aussi rapidement, un bruit sec indiquant que l'ampoule avait grillé. Dans ce bref éclair de lumière, avant que l'ampoule ne rende l'âme, j'ai vu le visage de la mort à mes côtés. La femme de mon rêve, dont la peau se détachait, morte et vieillie comme un cadavre dans la tombe, était allongée dans le lit à côté de moi. Des asticots tombaient d'elle, jonchaient les draps, rampaient et se tortillaient sur moi. De grosses mouches noires bourdonnaient tout autour de la chambre. Elle ouvrait la bouche pour parler et d'autres volaient vers moi depuis l'intérieur de sa bouche barbouillée de rouge à lèvres. L'obscurité était à nouveau totale lorsque la lumière s'est éteinte et que je suis tombé du lit, atterrissant durement sur le sol, dans ma tentative de m'éloigner de la femme. J'ai couru jusqu'à la porte et j'ai appuyé sur l'interrupteur,
où j'ai essayé, mais il n'y avait rien. Pas d'interrupteur, pas de porte, rien. J'ai entendu le bruit qu'elle faisait en sortant du lit, les vieux ressorts grinçant tandis qu'elle se levait. Puis elle a commencé à marcher vers moi, le bruit de ses pas se rapprochant audiblement dans le noir absolu de la pièce. À son approche, les poils se sont dressés sur ma nuque et j'ai crié, plus effrayé que je ne l'avais jamais été de ma vie. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si le soleil ne s'était pas levé à ce moment précis. Une faible lumière est entrée par les fenêtres, d'abord imperceptiblement, puis juste assez pour que l'on puisse distinguer les traits de la femme morte. Lorsque la lumière atteignit son visage, elle commença à s'effriter comme de la cendre. Elle ralentit au milieu de sa course, décélérant juste avant de m'atteindre, les mains tendues comme des serres, les longs ongles noirs pointus à leur extrémité dirigés vers ma gorge. Toutes ces choses, son corps tout entier, ont commencé à s'envoler sous l'effet d'un courant d'air soudain provenant des fenêtres situées derrière moi. Toute la pièce s'est soudain écaillée comme une vieille peinture, s'élevant dans l'air comme les cendres d'un journal jeté sur un feu de camp. Les bords étaient rougis par la chaleur pendant un instant avant de s'envoler et de disparaître. Bientôt, je me suis retrouvé debout dans l'enveloppe noircie et brûlée d'une chambre de motel abandonnée. Le toit s'enfonçait dangereusement au milieu, comme s'il pouvait s'effondrer à tout moment. Il n'y avait plus de femme morte, car elle avait disparu dans le vent du matin, quelques cendres virevoltantes étant tout ce qu'il restait d'elle. Christine s'était réveillée au son de mes cris. Elle regardait avec incrédulité l'intérieur carbonisé de la chambre de motel, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun mot ne sorte. Avant qu'aucun de nous ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai entendu une sirène retentir tout près de nous. La porte brûlée de la chambre sortait de ses gonds et je l'ai ouverte, aidant Christine et Gibson à sortir avant de marcher dans l'air humide de l'aube. Un policier sortait de sa voiture et nous regardait de haut en bas avec inquiétude. Nous avions probablement l'air aussi mal en point que nous nous sentions, si ce n'est pire, couverts de taches noires et de cendres pour avoir dormi à l'intérieur. Étonnamment, il ne nous a pas reproché d'avoir pénétré dans une propriété dangereuse. J'ai appris plus tard que ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Qu'est-ce que vous faisiez dans cet endroit? Vous êtes des chasseurs de fantômes? Demande-t-il. Je ne pense pas avoir besoin de vous dire que ce n'est pas sur là-dedans. Je me suis retourné et j'ai vu ce qu'il voulait dire. Le bâtiment n'était plus qu'une enveloppe noire de son ancienne gloire, telle que nous l'avions vue quelques heures auparavant. Un incendie l'avait manifestement ravagé à un moment donné et son toit était noirci et enfoncé, avec des trous visibles par endroits. Les murs étaient également criblés de trous et de fissures, là où le feu les avait dévorés et où ils n'avaient pas été réparés. Non, pas de chasseurs de fantômes. J'ai l'impression d'avoir vu assez de fantômes pour le reste de ma vie après avoir dormi là-dedans. Ses yeux s'écarquillèrent, terrifiés. Vous avez dormi à l'intérieur. Il a fait un rapide signe de croix sur lui-même et est remonté dans sa voiture, baissant la vitre avant de s'en aller. Les mots qu'il a prononcés resteront gravés dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Une partie de moi souhaiterait qu'il ne les ait jamais prononcés. Une autre partie est heureuse qu'il les ait prononcés. Je ne sais pas si c'est vrai, a-t-il dit. Mais j'ai entendu dire que si vous vous endormez quelque part et qu'il y a des esprits agités à l'intérieur, ils peuvent entrer en vous. On n'est pas aussi protégé quand on dort. C'est ce que j'ai entendu dire en tout cas. Allez être allé voir un prêtre ou quelque chose comme ça. Parce que cet endroit, il a pointé le motel, cet endroit est plein à ras-bord d'esprits agités. Pour une raison que j'ignore, une question est sortie de ma bouche avant qu'il ne s'éloigne à toute vitesse. Et si tu donnais quelque chose aux esprits? Un cadeau d'une grande valeur émotionnelle? Cela les empêchera-t-il d'entrer? Il a secoué la tête. Je n'en sais rien. Demandez au prêtre quand vous le verrez. Mais qui sait? Il est reparti en faisant rouler ses pneus sur le gravier. Nous sommes remontés dans la voiture et avons quitté ce lieu hanté, sans nous parler pendant très longtemps. Puis, alors que je conduisais en pensant à ce que le policier avait dit, Christine a posé sa main sur ma jambe. C'était froid, comme de la glace. Le faible grognement de Gibson a repris sur le siège arrière. J'ai jeté un coup d'œil à Christine, soudainement anxieuse, et j'ai vu qu'elle souriait. J'ai d'abord pensé qu'elle était heureuse de quitter cet endroit. Je n'en savais pas la moitié,
Pas encore en tout cas. Elle m'a dit quelque chose et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle avait l'air différente. Plus vieille. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de laisser vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.